Ok, alors bonjour mesdames, bonjour messieurs. Donc nous sommes à la prochaine sur la session 2. Non, c'est la session 3. Claire, c'est ça? Je suis perdu dans mes notes. Non, c'est bien la session 2, c'est qu'on a eu une session d'ouverture, mais Ah là, ok, on est bien ouais. dans la Donc, session 2. ouais, c'est la session 2. Et donc nous allons parler de environnement et réglementation du secteur des D3E et de la fin de vie des produits solaires en Afrique de l'Ouest. Et pour cette session, nous aurons trois intervenants. Monsieur Loïc Lonardini, qui est ingénieur-chercheur à CEA. Et puis nous aurons Madame Stillart, qui est chef de projet à DSS+, et M. François Ayouti, qui est directeur régional IEC AFRC pour l'Afrique. Et donc, sans plus tarder, je vais partager donc mon écran avec vous pour permettre donc à M. Loïc donc de démarrer cette session. M. Loïc, bonjour. Bonjour, vous m'entendez? Oui, je vous entends. Donc, je précise que M. Loïc est ingénieur-chercheur au commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives. Il travaille depuis plus de 10 ans sur les thématiques de caractérisation et de sécurité des systèmes incorporant des batteries Lyon. Il a commencé sa carrière d'ingénieur dans le domaine aérospatial sur la distribution de puissance des satellites. Par la suite, il a travaillé sur la caractérisation des packs batteries dans le domaine du transport. Et enfin, il s'est orienté dans le domaine de la sécurité des cellules Lyon en intégrant la plateforme essais abusifs du CEA. Monsieur Loïc, nous sommes heureux de vous accueillir et vous avez la parole. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Merci pour l'invitation, pour ces présentations qui ont été très intéressantes. Donc, je vais en profiter pour vous parler un peu des essais abusifs sur cellules lithium-ion. Je vous définirai un peu les différents termes des batteries. Donc, les essais abusifs, c'est vraiment principalement des essais de surcharge, court-circuit et sur température. Donc, vous verrez un peu comment on réalise ces essais au CEA et quelles sont un peu les différentes conclusions qu'on peut en avoir. Donc, pour commencer, je vais vous parler un peu de la terminologie des batteries pour qu'on soit sûr qu'on parle bien des bons éléments. Donc, on va commencer par le système le plus gros. Donc, on appelle ça un pack batterie. Donc, dans ce pack batterie, en fait, il y a une intégration de nombreux composants. Donc, dans un premier temps, les cellules. Donc, les cellules, c'est le plus petit élément électrochimique de la batterie. Ensuite, quand on commence à assembler des cellules entre elles, donc soit tout en série, soit en série en parallèle, on commence à faire des blocs. Et ces blocs-là, on les nomme des modules. Et à la fin, en fait, ces modules, on les assemble souvent en série pour monter en tension et atteindre plusieurs centaines de volts sur des batteries de véhicules ou même on est en train de développer des kilovolts sur des batteries de stockage stationnaire, par exemple. Donc, on assemble ces modules en série et on parle ainsi de pack batterie. Donc, le pack est vraiment un terme générique parce qu'il intègre toute la partie électrochimique, mais aussi toute la partie distribution de puissance avec les contacteurs de puissance, les résistances de précharge, les bus bars qui permettent de faire passer la puissance au sein de la batterie. Il intègre aussi le calculateur, alors qu'on appelle souvent BMS pour Battery Management System. Donc, ce BMS, il est là pour gérer toute la batterie, c'est-à-dire faire toutes les mesures des tensions des cellules, faire des mesures de température, faire des calculs de différents algorithmes, donc principalement l'état de charge à travers le SOC, l'état de santé avec le SOH, mais aussi toutes les limitations en utilisation, donc des limitations de puissance qui sont envoyées au système au-dessus, qui peut être un onduleur ou un onduleur moteur. Et puis gérer les cas de panne, donc c'est-à-dire si jamais il y a un souci sur la batterie, d'informer l'utilisateur et d'ouvrir les contacteurs de puissance pour éviter un suraccident ou un événement redouté.
La slide suivante, voilà. Donc ici, vous avez un peu une vue de tous les différents formats de cellules électrochimiques. Donc là, on parle bien de cellules unitaires. Donc à gauche, vous retrouvez les formats cylindriques avec là un exemple en haut à gauche, une cellule Samsung qui est un format 18650. En dessous, une cellule bien connue, 1, 2, 3 systèmes au format 26650, donc celle-ci est un peu plus grosse. Et puis, une très grosse cellule utilisée principalement dans le spatial du fabricant Saft, qui est aux alentours de 40 ampères-heure, une chimie NCA, donc nickel, cobalt, aluminium, et puis surtout un poids qui est non négligeable de 1 kg. À droite, vous retrouvez les formats qu'on appelle prismatiques, donc avec deux grandes familles. Un format prismatique souple, donc là, la partie active de la cellule est intégrée dans un sachet souple qui est un aluminium plastifié. Et on vient faire le vide dans ce sachet, on vient le thermosceller et on voit en haut les deux électrodes positives et négatives qui ressortent de ce sachet souple. En dessous, donc c'est des cellules qui sont plus grosses parce que là, on est aux alentours de 200 ampères-heure pour la cellule CATL qui est au format prismatique rigide. Donc le prismatique rigide, c'est un casing métallique en inox ou aluminium, ça dépend des fabricants, qui intègre toute la partie électrochimique. Et on a souvent des bornes de connexion, donc soit vissées dans le cas qu'on voit sur la photo, soit à souder dans lequel on vient mettre des bus bars de puissance et souder à l'ultrason ou au laser. Donc, souvent, Loïc, tu permets? Loïc, oui, Loïc, tu m'entends? oui, Il je vous semble que je entends. dois te lancer une vidéo. Donc, je ne sais pas à quel moment je lance votre vidéo. On verra à la fin, ça, il n'y a pas de souci. Ça sera tout à la fin, les vidéos. Comme ça, je vous présenterai les essais abusifs et les conséquences. OK, merci. Donc voilà les formats prismatiques rigides, donc qui sont souvent des très grosses cellules qui sont utilisées pour des systèmes assez énergétiques. Ça peut être de la batterie de bus ou alors des batteries de stockage stationnaire permettant de soutenir le réseau électrique d'un pays. Là, je vous présente un peu les différents constituants électrochimiques d'une cellule. Donc, on va retrouver souvent une anode, une cathode. Donc, dans le cas à gauche des formats 18650, 26650 et 21700, ces électrodes sont enroulées entre elles autour d'un membrane plastique pour faire ce qu'on appelle un bobino en français et souvent le terme on trouve jelly roll en anglais. Donc, ce bobino, il est placé au sein d'un casing métallique et ensuite, on vient faire un sertissage mécanique de la cellule et ce sertissage intègre souvent la borne positive. Les cellules 18650 et autres cylindriques intègrent aussi de temps en temps des systèmes de protection qu'on appelle CID-PTC. Donc, le CID, ce serait une sorte de fusible qui viendrait isoler la cellule lors d'une surcharge ou d'un court-circuit. Et la PTC, c'est un matériau à changement de phase qui permet de limiter le courant en cas de court-circuit. Sur les formats Pooch, donc Pooch ou prismatique, là, il n'y a pas vraiment de dispositif de protection. On a directement la matière active et par contre, on retrouve les mêmes constituants, donc une anode, une cathode et un séparateur. Donc, les avantages de ces… Est-ce que vous pouvez revenir ? Voilà. Donc, les avantages des formats, en fait, le format Pooch est assez intéressant parce que le packaging est léger. Et puis, du fait que ça soit un packaging un peu prismatique, c'est assez simple à intégrer en module et en pack batterie. A contrario, le format cylindrique, lui, du fait que ça soit un cylindre, c'est assez compliqué à l'intégrer dans un cube qu'on peut mettre dans un module. Et puis, par contre, il faut prévoir des bus bars en soudure et souvent un assemblage de plusieurs milliers de cellules. L'exemple classique, c'est dans une Tesla, il y a plusieurs milliers de cellules assemblées en série parallèle. Donc, il faut prévoir beaucoup de main-d'œuvre pour pouvoir assembler ou des robots pour pouvoir assembler et faire les soudures de ces cellules. La suite. Donc là, on arrive finalement aux essais abusifs, maintenant qu'on connaît bien les termes. Donc, tout d'abord, quelles sont les différentes causes qui peuvent amener à un événement redouté? Donc, un événement redouté, ça peut être un peu de fumée, du feu ou dans le pire des cas, une explosion.
Donc, tout d'abord, il y a ce qu'on appelle un test abusif type mécanique. Donc là, ça peut être vraiment une pénétration d'un objet perforant sur la cellule. Ça peut être un écrasement. Ensuite, on peut retrouver comment dire, un essai abusif type électrique. Donc là, on va retrouver surcharge, donc un défaut du chargeur. On va retrouver un court-circuit, donc qui peut être un court-circuit interne de la cellule, mais aussi un court-circuit externe. Donc le court-circuit interne, ça serait un défaut de fabrication. Le court-circuit externe, c'est une fausse manip, ou alors lors d'un accident, un bus bar qui vient toucher la borne positive et la borne négative. Et enfin, le test abusif type thermique, souvent celui-là, il est l'un des derniers à arriver parce qu'en fait, il peut être une conséquence des 2 premiers tests abusifs. Donc souvent, un essai abusif mécanique et un essai abusif électrique arrivent à un essai abusif thermique. C'est-à-dire qu'une surcharge va produire un échauffement et va amener à un emballement thermique. Donc là, ça peut être un essai type feu, flamme, ou alors vraiment une utilisation complètement abusive de la batterie qui amènerait à un échauffement vraiment important. Donc en dessous, on voit 3 illustrations. À gauche, des cellules qui ont été placées dans un feu. On voit la cellule du bas qui a une éjection du bobino. La cellule du haut, on voit les matériaux qui ont fondu à l'intérieur des petites billes d'aluminium. La photo du milieu, c'est une prismatique rigide qui a bien gonflé. On voit au milieu l'évent de sécurité qui s'est ouvert. Et la photo de droite, ça serait quelques modules placés dans un container dans lequel il y a eu un échauffement avec un fort dégagement de fumée. Donc, on a parlé des différentes causes. Sur la slide suivante, on va voir ce qui amène vraiment à l'emballement thermique. Donc, tout d'abord, on commence par un type de défaillance. Donc, les types de défaillance, c'est ceux qu'on a vus juste avant, qui sont le court-circuit interne, externe, la surcharge, surdécharge et échauffement externe ou interne. Donc, ces types de défaillance provoquent une élévation de température. Cette élévation de température va générer du gaz et de la chaleur au sein de la cellule. À la suite de ça, de la génération de gaz, est-ce que vous pouvez continuer ? Voilà. Il va y avoir une dissipation, il va y avoir plusieurs cas. Donc, le premier cas, en fait, c'est si la dissipation de la cellule est supérieure à l'apport de chaleur. Donc, dans ce cas-là, la cellule va pouvoir dissiper l'énergie qu'elle produit dans le milieu ambiant. Donc, ça peut être dans l'air, ça peut être dans un liquide, ça peut être dans plein d'environnements. Donc là, dans ce cas-là, il y a un retour à un état stable et il n'y a pas de problème. Si jamais la dissipation est inférieure à l'apport de chaleur, donc dans ce cas-là, il y a un début d'emballement thermique. Petit à petit, la cellule va monter en pression et on va déclencher les protections internes. Donc, ça peut être le CID ou la PTC. La figure de gauche vous permet de voir en fait le déclenchement, une vue de coupe d'une cellule avec le déclenchement du CID. On voit bien la languette sur la photo de gauche qui était tournée vers le bas et lors du déclenchement, elle s'est rétractée vers le haut et donc a isolé électriquement la cellule. Donc, une fois que les cellules ont la protection à déclencher, de nouveau, il va y avoir soit un retour en état stable, soit autrement, il y a toujours un apport de chaleur qui peut rester au sein de la cellule ou qui peut venir des cellules d'à côté ou d'un apport extérieur. Et dans ce cas-là, à la suite de ça, on va continuer à faire un emballement thermique. Donc là, ça doit être la suite. Voilà, donc là, on est sur l'emballement thermique. On génère de nouveau du gaz, on continue. Là, la pression va encore augmenter au sein de la cellule. On va ouvrir les vents de sécurité. Et si ça ne suffit toujours pas, il va y avoir potentiellement une explosion et feu, flamme et un événement redouté. Voilà. Donc, les différents essais abusifs qui nous permettent de simuler ces conséquences. Donc, le premier, c'est un essai de surcharge. Donc, dans ce cas-là, en fait, on va prendre une cellule et on va volontairement la charger à des tensions qui sont beaucoup plus élevées que celles définies dans la datasheet. Donc, les tests de surcharge typiques, c'est environ 2 fois la tension nominale. Donc, pour une cellule NMC, NCA qui est aux alentours de 4,2 volts, on va autoriser à charger jusqu'à 8,4 volts et 2 fois le courant de charge nominal. Donc là, on va être aux alentours de 4-8 ampères selon ce qui est défini dans la datasheet. Donc, on voit bien sur les graphes du haut, en fait, la tension commence à monter à partir de 4,2 volts parce qu'on était pleinement chargé.
on va atteindre un premier palier à 5 volts, où là, on va commencer à décomposer les éléments internes de la cellule, et puis à produire de la chaleur. Et à un instant, en fait, le CID va s'ouvrir. Donc là, on va être en circuit ouvert et la tension va monter à 8,4 volts parce qu'on est sur un circuit ouvert. Donc là, la cellule s'est autoprotégée, il n'y a pas de problème. Et puis, on peut revenir dans un état stable. L'essai suivant, c'est un essai de court-circuit externe. Donc là, on va prendre une cellule complètement chargée et puis volontairement, on va relier la borne plus à la borne moins via un contacteur de puissance qui est capable de faire circuler un fort courant. Donc là, on peut voir deux types de phénomènes sur les graphes. Le premier, c'est une cellule qui a un dispositif de protection assez rapide pour déclencher. Donc la durée du court-circuit a duré 280 millisecondes. On n'a quasiment rien déchargé en capacité. Par contre, la cellule, après, elle est inutilisable. Sur la courbe de droite, on va avoir une activation un peu plus lente. Donc là, on va être sur autour de 10 secondes de court-circuit. On va avoir déchargé un peu plus. Et là, le problème, c'est qu'on va avoir le temps de monter en température et donc d'ouvrir le venting, avoir une éjection de gaz et d'électrolyte. Un autre essai, c'est le test au clou qui, lui, simule un court-circuit interne de la cellule. Donc, ce test au clou, en fait, il vient relier physiquement l'anode à la cathode, donc qui sont des composés internes de la cellule. Et en fait, il vient simuler un vieillissement prématuré de la cellule. En fait, quand la cellule vieillit, on s'aperçoit qu'il y a une création de dendrites entre l'anode et la cathode. Et cette dendrite, elle peut perforer le séparateur et venir faire une connexion entre ces deux composants. Donc, ça provoque un court-circuit interne. Donc là, on vient reproduire artificiellement cela avec un clou en perforant directement la cellule. Et le dernier essai abusif, on est sur de la surtempérature, donc c'est ce qu'on appelle un essai arc. Donc un essai arc, en fait, c'est une sorte de four, mais qui est très isolé et qui permet de ne pas échanger d'énergie avec le milieu ambiant. Donc en fait, toute l'énergie que la cellule produit en chaleur, elle reste dans ce four et elle contribue à augmenter la température. Donc on voit différentes phases. On a une phase de chauffe, ensuite on attend, on regarde si la cellule s'emballe thermiquement. Si ce n'est pas le cas, on refait un nouveau palier. Donc la slide d'après, on va voir un peu le déroulement de ça. Donc là, il y a beaucoup de courbes, mais je vais vous expliquer. La courbe de droite, en haut, c'est l'évolution de la température en fonction du temps. Donc on voit en vert les différents paliers de température jusqu'à un point qui est ici 64 degrés. Et à partir de ce moment-là, la cellule elle commence à produire de la chaleur de façon constante. Donc c'est la partie orange sur la courbe de droite. Donc la température continue à monter, jusqu'à ce qu'on arrive sur la partie rouge. À partir de ce moment-là, en fait, on se rend compte que la cellule, elle produit beaucoup plus d'énergie, jusqu'à un point à 165 degrés, où là, on part vraiment en emballement thermique, et là, il n'y a plus moyen de l'arrêter. Donc la cellule éjecte des matières très chaudes, donc ça peut être du gaz, ça peut être des matériaux internes de la cellule, et puis souvent, il y a du feu, des flammes au sein du four. La courbe du bas, c'est la même chose, mais c'est la vitesse de la température. Donc, on peut voir au début que la température, donc sur l'axe des abscisses, on a la température. Donc, tant qu'on arrive jusqu'à 100 degrés, on a des vitesses qui sont assez lentes. Par contre, à partir de 100 degrés, ça va s'accélérer très vite. Et on va atteindre des vitesses de température, d'augmentation de température qui sont supérieures à 10 degrés minutes. Donc, c'est pour ça que la réaction va très vite. Sur ces photos, vous pouvez voir en fait des photos avant et après les essais. Donc, on peut voir en haut à gauche une cellule 18650 avant. Et après, en fait, on voit bien qu'il y a eu l'ouverture de l'évent de sécurité, un peu de projection d'électrolyte et puis une fonte de toutes les matières plastiques de la cellule. Sur le bas, c'est une cellule Putsch prismatique souple dans laquelle, en fait, on voit bien qu'elle a bien gonflé et puis qu'il y a eu beaucoup d'éjections de matière au sein du four et donc potentiellement du feu, des flammes qui sont apparues. Sur la photo de droite, on voit une cellule prismatique rigide, donc toujours avant-après. On voit que celle-ci a bien gonflé durant l'essai. Donc, le prismatique rigide, ça résiste très bien à la pression, mais par contre, ça se déforme un peu. On voit l'ouverture du venting et puis une projection de matière. En fait, on voit un peu de matière grisâtre sur la cellule, donc qui sont des composés brûlés qui sont éjectés au moment de l'emballement thermique.
Voilà. Et donc, c'est terminé pour moi. Je vous avais juste préparé quelques petites vidéos pour vous montrer un peu les différents effets. Là, vous pouvez les montrer, peu importe l'ordre, je les commenterai en direct, il n'y a pas de souci. Merci beaucoup, Loïc. Donc, nous allons démarrer avec la première vidéo. Voilà, donc celle-là, c'est donc une compilation donc, de l'inertage, donc d'un test au clou. On va voir vraiment en haut, vous verrez deux cellules, une NCA et une NMC. En bas à droite, une cellule LFP, donc qui est une chimie un petit peu plus sécuritaire que les deux autres. Et en bas à gauche, c'est une cellule neutre qui a déjà été abusée, donc qui n'intègre pas de... Enfin, il n'y a comment dire, aucun effet sur la cellule. Alors, je ne sais pas si vous voyez, mais moi, je ne vois pas. Vous ne voyez pas? Moi, non. Je vois juste le dossier. Ah, ben, c'est bon? Vous voyez maintenant? Non. Je vois juste tu n'as pas partagé le dossier. Et en fait, tu n'as pas partagé la vidéo, tu as partagé le dossier. Attends, un instant. Oups. Ça ici, je vais regarder. Moi, je peux te... Voilà, si tu peux le faire pour moi. Ah oui, c'est vrai. Ouais. En fait, Kenole, tu peux me venir en aide là? Il faut stopper le sharing actuel pour faire... Yes, ouais. J'arrive. Je ne sais pas pourquoi. On va tester ça. Voilà. C'est bon maintenant? Non, toujours pas. Toujours pas? Toujours pas, ok. Non, 1 minute. Mais c'est l'écran que j'ai partagé? Non, tu ne dois pas partager l'écran, tu dois partager juste la vidéo. C'est pas toujours bon. Non. Monsieur Loïc, est-ce que vous pouvez partager chez vous? Je peux vous donner la alors, je main. ne les ai pas sur mon ordinateur. Ah, vous ne les avez pas sur vous? Ouais. Justement. Est-ce que Claire est là? Ah, c'est Ça bon. passe Ok, maintenant? c'est bon. Ça y est, on les voit. C'est bon? Donc là, merci. ça, c'est un Donc, court je reprends. Voilà. voilà. Je reprends au début. OK. Non, pardon, pas ça. Oh, peu OK, importe, voilà, on c'est reprend pas au très début. grave. Voilà, donc là, vous allez voir les effets en fait d'une perforation d'une cellule. Donc, on voit très bien en haut du feu, des flammes. Donc, vraiment une réaction brutale. Hein. Il faut savoir que toutes les cellules sont chargées à 100%. Le rouge que vous voyez, hein, c'est comment dire, le métal chaud. Hein. Donc, on est sur plusieurs centaines de degrés. En bas, comme je vous l'avais dit, en bas à droite, on retrouve sur une cellule LFP qui est beaucoup plus sécuritaire, entre guillemets, hein, parce que elle a quand même chauffé, mais il y a eu uniquement de la fumée et un peu de coulure d'électrolyte. Donc voilà, on n'est pas sur les mêmes phénomènes lors des courts-circuits internes. Voilà, c'était pour vous faire voir vraiment la différence entre les chimies. À la suite de ça, donc là, c'est des essais de court-circuit. Donc vous allez voir un premier essai donc d'une 18650 NCA. Donc là, c'est un court-circuit brutal. Ouverture du venting, un peu de fumée qui est dégagée et puis de l'électrolyte qui coule. Donc on le voit sur le support. Là, on est sur des températures qui sont aux alentours de 100 degrés sur le corps de la cellule. Donc on est quand même déjà assez chaud. Par contre, on n'a pas ni de feu ni de flamme. Donc c'est plutôt intéressant. Et ensuite, vous avez une cellule LFP en prismatique souple. Et là, on va voir donc un court-circuit avec une ouverture du sachet, de la fumée qui vient s'échapper, donc une fumée assez froide parce qu'elle reste sur le support, mais toujours pas de feu ou de flamme, donc on reste sur des chimies plutôt sécuritaires.
Et ensuite, des essais de surcharge. Donc là, on va être sur une grosse cellule NMC en prismatique souple. Là, ici, c'était un test assez particulier parce qu'on n'avait pas de limitation en tension. Donc là, on a chargé jusqu'à ce que la cellule, en fait, il se passe quelque chose. Donc, on va voir qu'au bout d'un certain temps, la cellule gonfle, donc production de gaz. À un certain moment, le sachet va s'ouvrir. En fait, le thermocellé va rompre et donc on va s'ouvrir. Il y a une libération de gaz. Pendant ce temps, on continue à charger. On voit que la production de gaz augmente jusqu'à ce qu'il y ait un court-circuit interne et un événement redouté. Donc là, ici, vous allez voir du feu et des flammes. Donc, on est vraiment sur un événement assez brutal sur la cellule. Par contre, on est sur des temps assez longs. On avait 22 minutes de charge. Donc là, prismatique rigide. Ici, on va la voir aussi gonflée, beaucoup moins, parce qu'on est sur un casing métallique, donc on contient beaucoup plus la pression. Ce qui va être intéressant, c'est qu'on va ouvrir non pas l'évent de sécurité qui est au milieu, mais la soudure sur le casing de la borne négative. Donc là, on voit une fuite d'électrolyte assez importante. Et puis petit à petit, on a une production de fumée. Et enfin, une ouverture complète du casing avec une projection d'électrolyte sur la vitre de la caméra. Donc là, ça va arriver. Voilà, l'emballement commence et hop, projection d'électrolyte liquide sur la caméra avec pas mal de fumée. Donc voilà, c'était un peu pour vous faire voir les effets des différents essais abusifs qu'on obtient. Alors, on n'obtient pas toujours ces phénomènes-là. Il y a des cellules qui sont beaucoup plus sécuritaires. Dans ce cas-là, vous allez voir, il y aura uniquement une ouverture de l'évent de sécurité et puis une projection. Donc voilà, c'était vraiment pour vous présenter ça, mais surtout pour que vous voyez un peu quelles sont les conséquences d'une mauvaise utilisation des batteries et surtout ce que ça peut amener sur un système, voire sur une installation. OK. Merci beaucoup, Monsieur Loïc, pour votre présentation. Sans plus tarder, nous allons passer la parole à Roueda, qui va donc nous parler de la place pour le reconditionnement des batteries cylindriques. Donc, Madame Roueda, vous êtes là? Oui, bonjour. Merci. D'accord. Donc, rapidement, je veux dire que vous avez intégré DSS Plus depuis quelque temps. Et là, vous avez acquis des connaissances et de l'expérience dans des projets relatifs aux déchets électroniques, à la conformité juridique, aux produits solaires hors réseau en Afrique et en Europe. Donc, vous produisez régulièrement des évaluations approfondies de la politique environnementale et du cadre juridique en mettant l'accent sur les déchets électroniques. Vous vous appuyez également sur l'amélioration de la collecte et de la logistique pour la livraison et la reprise des déchets électroniques et la révision de la législation sur les déchets électroniques dans le but d'harmoniser les réglementations. Et plus récemment, vous êtes également concentré sur la sensibilisation aux questions relatives aux déchets électroniques ainsi que sur une meilleure communication et éducation sur ces questions. Nous sommes donc heureux de vous accueillir parmi nous et sans plus tarder, nous vous donnons la parole pour la présentation que vous aurez à faire. Merci. Super. Merci beaucoup, Brice, pour cette introduction et merci à tous et à la Gazelle de m'avoir invité à donner cette intervention. Donc, je vais vous parler un peu plus du cadre juridique de l'environnement et réglementation dans la région. Donc, vous l'avez déjà mentionné, je travaille à DSS+. On était auparavant Sofias. Peut-être certains d'entre vous connaissent mieux Sofias, surtout dans le domaine des déchets électroniques. Donc, nous avons une longue et grande expérience en matière de gestion des déchets électroniques, de gouvernance environnementale et sociale et de durabilité, bien sûr, dans la matière. Donc, si on peut passer à la prochaine slide. Donc, je voulais d'abord vous parler un peu de notre expertise dans la gestion des D3E et produits solaires. Donc, les consultants DSS+, donc auparavant Sofias, on a travaillé sur plusieurs centaines de projets sur les déchets électroniques dans le monde entier. Notamment, on a fait on appelle ça toolkits, donc boîte à outils opérationnelle sur la gestion des déchets électroniques pour les entreprises énergie hors réseau. On soutient aussi la mise en place d'organisations de responsabilité élargie du producteur, donc REP en Afrique, mais aussi on soutient en Europe. Et ce qui est intéressant,
Aussi, on suit les évolutions juridiques en matière de gestion des déchets électroniques dans plusieurs régions. Et si on pouvait passer à la slide prochaine, merci. Donc, du coup, je voulais juste vous parler de quelques exemples qui peuvent être intéressants pour vous. Donc, avec GSMA, qui est le Group Special Mobile Association, en 2020, on a cartographié les politiques et les gestions des déchets électroniques dans à peu près 85 pays, dans le monde, surtout en Afrique et en Asie. Et tout ça se trouve en ligne. On a créé une base de données consultable sur la législation ainsi que des initiatives volontaires. Je voulais aussi juste appuyer sur le fait qu'on a vu pas mal de situations où, malgré le fait qu'il n'y avait pas de législation un peu juridiquement conforme dans un pays, il y avait plusieurs exemples des initiatives volontaires de la part des entreprises, ce qui est toujours super. Et après, en 2021, avec ITU, on a aussi fait une étude sur les pratiques politiques pour la gestion des déchets électroniques, outils pour une responsabilité élargie du producteur. Et en faisant ça, on a eu beaucoup d'entretiens et ateliers avec les principaux décideurs politiques et parties prenantes. Si on pouvait passer, oui, merci. Et avec Gogla, en 2022, on a aussi développé une boîte à outils pour les entreprises solaires hors réseau, dans le but de renforcer la circularité dans le secteur de l'énergie solaire hors réseau. Donc, on a mis quelques exemples et quelques lignes directrices sur réduire les déchets en prolongeant la durée de vie, en améliorant la réparation et la remise à neuf, ainsi que le recyclage. Et aussi, depuis 2012 à peu près, avec un client, on évalue tous les trimestres, on évalue la conformité juridique pour les clients sur les législations environnementales, y compris tout ce qui est relatif au D3E, sur plusieurs régions en Afrique, Asie et Europe. Donc, maintenant que je vous ai fait un peu une petite introduction sur nos travaux, je voulais vous parler de l'état des lieux par rapport à la législation en Afrique de l'Ouest. Donc, je pense, comme on le sait, le paysage des politiques relatifs aux déchets électroniques en Afrique est naissant, mais en pleine croissance, il faut le dire. L'étude GSMA dont j'ai mentionné juste avant a relevé, bon, en 2017, ça, qu'à peu près 10 pays en Afrique disposaient des politiques nationales en matière de déchets électroniques. C'est important de dire que c'est des politiques contraignantes juridiquement parce qu'il y a aussi plusieurs pays qui ont des politiques non juridiquement contraignantes, c'est-à-dire des policies, etc. Donc, par exemple, c'est le cas en Ouganda, en Tanzanie et au Sao Tome. On peut revenir à la slide d'avant. Pardon. Il y a aussi quelques pays africains qui sont en train d'élaborer une politique en matière de déchets électroniques, y compris la REP. C'est le cas au Kenya. Je vais vous parler de ça un peu plus tard. Et aussi, j'aimerais aussi juste mentionner que même si plusieurs pays n'ont pas des législations autour des déchets électroniques, il y a aussi pas mal de gestion autour de la gestion des déchets des matériaux non biodégradables, c'est-à-dire souvent plastique ou bien emballage. J'aimerais vous parler un peu plus précisément de Ghana et Nigeria, donc faire un peu un zoom là-dessus, qui sont parmi les pays dans les régions qui sont le plus développés en termes de législation sur D3E. Donc, au Ghana, ce qu'on a de plus important comme législation, c'est la loi 917 sur contrôle de gestion d'enjeux électroniques. Donc, ceci traite spécifiquement de la gestion des déchets électriques et électroniques. Donc, du coup, un des principaux éléments de cette loi, c'est qu'il met en place une taxe sur les déchets électriques et électroniques auprès des fabricants et des importateurs. Donc, du coup, ça, c'est en place au Ghana. Il y a aussi le règlement de 2016 sur les déchets dangereux électroniques et autres qui se lie bien à la loi 917. Et on a aussi les directives techniques sur la gestion écologiquement rationnelle des déchets. Donc, du coup, dans ce sens-là, Ghana est assez bien avancé là-dessus. Je voulais aussi vous parler du Nigeria. Donc, ils ont aussi leur règlement national sur l'environnement, la SI 23, qui a été mise en place en 2011. Ça s'applique aux équipements électriques et électroniques. Et donc, du coup, avec cela, les fabricants, importateurs, etc., doivent payer des frais d'administration pour pouvoir
promouvoir la gestion écologiquement rationnelle des D3E. Donc, ceci a permis la mise en place de EPRON. Peut-être vous avez déjà entendu parler aussi. C'est le premier éco-organisme, si je ne me trompe pas, pour la gestion des D3E en Afrique de l'Ouest. Donc, c'est très important et ils sont en train de faire beaucoup d'avancées là-dessus, notamment avec leur gouvernement NSRA. Et aussi, ils ont des lignes directrices aussi sur l'importation d'équipements électriques et électroniques usagés au Nigeria. Donc voilà, ça c'était un très bref résumé des législations sur Ghana et Nigeria. Et je voulais juste vous parler de quelques autres pour un peu voir, enfin, par exemple, le Sénégal, Bénin et Burkina Faso. Il y a, enfin, surtout au Bénin et Burkina Faso, on a des décrets relatifs à la gestion des déchets, mais en fait, il n'y a pas pour l'instant des précisions là-dessus sur les déchets électroniques. Mais ceci ne veut pas dire que ça ne peut pas venir dans le futur. Donc, un peu en conclusion, il y a beaucoup de volonté pour améliorer le cadre juridique dans la région, mais c'est important de mentionner que ce renforcement du cadre politique des D3E en Afrique nécessite vraiment une assistance technique, un financement et une cohésion régionale. Il est aussi important de vraiment travailler et s'assurer que le cadre convient au contexte socio-économique du pays. Ce qui se passe au Ghana peut-être ne marchera pas au Nigeria et vice-versa, et aussi pour les autres pays. Du coup, l'engagement avec les parties prenantes à ces niveaux et à travers toutes les étapes du développement de la politique est vraiment crucial pour renforcer ses capacités. Et du coup, je voulais aussi vous parler de quelques exemples de choses qui sont en train de se développer. Par exemple, avec ITU, on a un projet en Namibie où on est en train de regarder en fait, il y a une policy sur les déchets électroniques, mais en fait, il n'y a pas de réglementation. Donc, on est en train de travailler avec le gouvernement pour voir qu'est-ce qu'on peut mettre en place en termes de réglementation. Et aussi, au Kenya, il y a un développement d'un éco-organisme sur la D3E, incluant les produits énergie hors réseau. Et je voulais peut-être vite vous parler de ce éco-organisme. Enfin, pourquoi est-ce qu'il y a eu cette création? Enfin, création, peut-être c'est un peu trop tôt de dire, mais c'est cette volonté de créer cet organisme. C'est parce qu'il y a durcissement de la législation. Enfin, si tout va bien, il y aura la ratification très bientôt du projet de la loi sur la REP au Kenya d'ici milieu 2022. Et donc, du coup, c'est important un peu pour les producteurs au Kenya un peu de s'organiser un peu en avance. Donc, un éco-organisme, ça sera vraiment… Ah oui, pardon. Je n'ai pas tout à fait fini, excusez-moi. Pour traiter efficacement et collectivement la D3E. Et le rôle, ce serait vraiment d'assurer les opérations de fin de vie efficaces et conformes sans coût supplémentaire. Donc, cette initiative, ça vient d'un groupe comprenant les membres de GOGLA et des conseillers, donc incluant DSS+, qui ont voulu un peu agir collectivement et un peu en avance pour relever ce défi. Donc, oui, donc c'est tout dont ce que je voulais parler. Merci encore beaucoup pour la possibilité de parler et j'attends vos questions s'il y en a. Merci. OK, merci beaucoup, Foueda. Et sans plus tarder, nous allons inviter M. François Awoti. Vous êtes en ligne, s'il vous plaît? Oui, je suis en ligne, merci. D'accord. Alors, brièvement, je vous donne la parole pour vous présenter rapidement et attaquer directement votre présentation, s'il vous plaît, monsieur. OK, merci beaucoup. Je suis donc François Awoti, le directeur régional de l'IEC pour l'Afrique. L'IEC, c'est la Commission électrotechnique internationale. Et je voudrais donc, au nom de l'IEC, remercier les organisateurs de cet atelier pour l'opportunité qui nous est offerte de présenter ou de donner un aperçu sur nos activités relatives aux batteries, mais de façon générale aux déchets électroniques et électrotechniques. Alors, nous allons donc présenter rapidement l'IEC, ensuite voir un peu quelques éléments sur l'importance des batteries et puis les travaux que nous sommes en train de faire. Suivant. Alors, l'IEC est une… s'il vous plaît, vous pouvez revenir. L'IEC est une organisation à but non lucratif, une organisation internationale, quasi-gouvernementale, qui est ouverte à tous les pays
Et aujourd'hui, nous avons 174 pays qui sont donc membres de l'IEC. Et l'idée, c'est de travailler à faire marcher l'électrotechnologie pour tous les usages. Suivant. Alors, l'IEC, c'est plus de 100 ans d'existence parce que fondé en 1906. Et l'idée, c'est de promouvoir la coopération internationale sur toutes les questions qui touchent la normalisation et l'évaluation de la conformité. Donc, c'est le travail que nous faisons. Suivant. On continue. Alors, notre mission, c'est d'arriver à une utilisation mondiale des normes IEC. Je voudrais dire que nous fabriquons donc des normes internationales et nous avons également des systèmes d'évaluation de la conformité pour assurer la sécurité, l'efficience, la fiabilité des équipements électriques et électroniques. Notre mission également, c'est d'appuyer le commerce international de tous ces produits électrotechniques qui circulent et de faciliter aussi un plus grand accès à l'électricité. Nous savons l'importance de l'électricité aujourd'hui dans notre monde et bien entendu travailler sur les questions d'un monde durable. Alors, les domaines d'activité, disons que chaque fois que vous avez un appareil ou un équipement qui est utilisé pour produire l'électricité ou qui utilise l'électricité ou qui contient l'électronique, vous êtes en plein dans le champ d'activité de l'IEC. Donc, aujourd'hui, on peut dire que nous vivons dans un monde électrotechnique. Et donc, l'IEC est partout. Alors, pour faire marcher les équipements, et voilà, c'est donc le travail que nous faisons de faire des normes pour permettre aux produits électrotechniques de bien marcher. Alors, suivant. Alors, nous travaillons bien entendu sur les batteries, puisque c'est cela le sujet de ce jour. Et nous savons que les batteries sont aujourd'hui assez importantes pour le développement, dans ce sens qu'elles facilitent la vie en général. Il y a de nombreuses applications pour les batteries, vous le savez. Il y a aussi que les batteries soutiennent aujourd'hui les énergies renouvelables. Et on remarquera que l'Afrique, compte tenu du déficit d'accès à l'électricité, est un vaste marché donc, pour les batteries. Mais suivant. Mais comme tous les équipements électrotechniques, il n'y a pas que des aspects positifs parce que l'électronique qui est utilisée fait appel à l'extraction de minéraux qui peut impacter les ressources naturelles. Il y a des matières dangereuses qu'on retrouve dans les batteries. Et donc, il y a une nécessité d'encourager plus de la réutilisation, le recyclage de ces équipements-là. Et on l'a vu tout à l'heure par rapport à la réglementation sur 54 pays ou 55 pays africains. On nous a bien dit qu'il y a comme 10 pays qui ont quelque chose en matière de réglementation. Alors pour cela, qu'est-ce que l'IEC fait? Donc, la première chose que l'IEC fait, c'est que l'IEC produit des normes qui permettent de mieux produire les batteries et de gérer la fin de vie de ces batteries-là. Nous avons des comités techniques. Nous avons le TC21 et ce que vous avez là, qui travaillent sur donc, des normes. Et nous avons la norme 63-218 qui donne des recommandations notamment pour les questions de recyclage des batteries à usage portable. L'idée que nous avons, c'est vraiment de transformer les déchets électroniques en ressources. Et pour cela, il y a un comité qui travaille intensément là-dessus, qui travaille sur l'économie circulaire, pour pousser à avoir de plus en plus de composants recyclables au niveau des produits et surtout réutilisables. Il y a un guide donc, qui est publié à cet effet. Et nous avons un nouveau comité qui a été mis en place, le TC 111, qui prépare des guides et des normes horizontales dans le domaine environnemental sur des questions de durabilité des déchets et équipements électrotechniques. Toujours dans le même sens, nous avons donc un certain nombre de normes qui sont déjà publiées. Nous voyons la première norme, là, la 62-218 dont j'ai parlé tout à l'heure. Et vous avez aussi d'autres normes ici qui sont déjà des normes qui existent, qui sont publiées, qui permettent de mieux produire des batteries et de mieux gérer la fin de vie de ces batteries. Je voudrais dire, pour aller sur le second, pour aller un peu plus devant, suivant, je voudrais dire que nous avons beaucoup de travaux actuellement en cours sur la question de batteries et comment gérer la fin de vie. Vous voyez une liste de là au moins 7 normes qui sont en cours de préparation
pour permettre réellement de travailler sur les questions de recyclage, sur les questions d'économie circulaire, etc., sur les produits électrotechniques. Suivant. Alors, la deuxième chose que nous faisons, c'est que nous ne faisons pas que des normes. Nous avons développé aussi des systèmes d'évaluation de la conformité pour apporter la preuve que les normes sont appliquées. Et dans ce sens-là, nous avons principalement 2 systèmes d'évaluation de la conformité. Au total, nous en avons 4, mais nous voulons parler de 2 ici. Le premier système est l'IEC qui traite donc de la certification des batteries, par exemple. Nous savons qu'il y a 58 normes internationales qui sont utilisées comme référence pour la certification et pour les essais. On a parlé des essais tout à l'heure, il y a une présentation sur les essais. Et il y a des milliers de certificats qui sont délivrés. Donc, quand vous avez une batterie, vous pouvez vérifier si cette batterie-là a un certificat qui indique qu'il répond aux normes. Ensuite, nous avons l'IECQ qui s'occupe de tout ce qui est composants électroniques. Et dans ce sens-là, ils ont mis en place aussi des systèmes pour déterminer des quantités acceptables de substances dangereuses dans les batteries pour que leur présence ne crée pas trop de problèmes. Et bien entendu, ce système encourage l'éco-conception pour que dès le départ, les processus de recyclage, de réutilisation soient utilisés. Troisième chose, on va au troisième point. Donc, la troisième chose, c'est que, suivant, s'il vous plaît. La troisième chose, c'est que l'IEC ne fait pas que les normes, nous faisons les normes, nous faisons l'évaluation de la conformité, mais nous savons que les produits que nous utilisons, que nous fabriquons, que nous permettons de fabriquer plutôt, que nous permettons de mettre sur le marché, on peut avoir des problèmes en fin de vie. Et le 25 février dernier, l'IEC a adopté au niveau de son conseil la mise en place d'un fonds, je dirais, mondial, qu'on appelle IEC Global Impact Fund, qui est une initiative concrète et qui va s'occuper d'un certain nombre de secteurs prioritaires. Le premier secteur, c'est les déchets électroniques. Donc, nous allons travailler à financer des projets sur les déchets électroniques. Nous allons travailler sur les questions d'accès à l'électricité, à l'énergie, la promotion des énergies propres et l'efficacité énergétique. Et tout cela, c'est les quatre secteurs prioritaires qui ont été identifiés par l'IEC sur ce projet-là. Et je voudrais dire que pour le premier projet, il sera sur les batteries. Il sera sur la batterie. Nous avons lancé donc la campagne, je dirais, Internet. Après donc l'approbation par le conseil de l'IEC, nous sommes en train de recruter actuellement la personne qui va se charger de la gestion de ce fonds. Et nous allons faire des appels à manifestation d'intérêt pour ceux qui veulent, les pays qui voudraient qu'on implémente ces projets-là chez eux. Et ensuite, nous allons faire des appels pour des petites et moyennes entreprises qui vont mettre en place ces choix-là. Continuons. Donc, pour conclure, je voudrais dire que les batteries, malheureusement, ont des impacts au niveau environnemental et est devenu aujourd'hui un sujet assez important pour l'IEC. Je parle des batteries, mais je parle aussi de tous les déchets électrotechniques en général. Nous faisons des travaux de normalisation et d'évaluation de la conformité, certes, mais également, nous avons pris en charge les questions de fin de vie des produits et des solutions sont dans les normes que nous faisons en matière d'économie circulaire. Nous avons également un projet concret pour impacter la réduction du volume des batteries à mettre à la poubelle. Et voilà donc ce que nous faisons. Je voudrais dire aussi que dans les 114 pays qui composent l'IEC, vous avez toujours un comité national électrotechnique et vous pouvez vous adresser à ce comité national électrotechnique pour ces questions-là. Par exemple, la Gazelle pourrait travailler avec le comité national électronique du Burkina Faso sur les questions qui sont apportées. Je voudrais vous dire merci, je m'arrête là. Merci, M. François, pour votre brillante présentation. Donc, nous ouvrons sans plus tarder la séance de questions-réponses pour nos 3 intervenants. Et donc, si vous avez des questions, vous pouvez donc les poser à nos différents intervenants qui viennent de nous présenter donc, des informations sur l'environnement et les réglementations des déchets et des batteries en Afrique de l'Ouest.
Donc, c'est M. Loïc Lonardini, Mme Oueda et M. François Aouti. Donc, nous restons à l'écoute des participants pour leurs questions-réponses. Alors, Ali Badra nous demande bonjour, j'aimerais savoir pourquoi cette spécification de hors réseau, pourtant on peut avoir les mêmes éléments en on-grid. Alors, je ne sais pas à qui il a adressé la question. Brice, je te rappelle qu'il y a beaucoup de questions dans le groupe de discussion qui sont déjà en ligne, qui sont déjà là. OK. Donc, si tu peux repasser, voilà. Tu peux aussi prendre la main, Guénolé, s'il te plaît, soit pour les afficher. On a une question de Facebook pour M. Aouti que je peux transmettre. En ce qui concerne la législation des D3E, je constate que dans les pays Ghana et Nigeria traités, sont très exigeants sur les fournisseurs et détaillants. Qu'en est-il du consommateur? C'est peut-être plutôt pour Rouaïda ou M. Aouti, comme vous voulez. Oui, bonjour. Merci pour cette question. Donc, du coup, en fait, oui, c'est très axé sur le producteur parce qu'en fait, ça vient de la REP, de la responsabilité élargie du producteur. Donc, c'est une forme de législation nationale pour la gestion des déchets qui fait vraiment porter au producteur un peu la responsabilité de fin de vie de ces produits. Donc, la charge de collecte, le recyclage, l'élimination sûre de leurs produits en fin de vie. Donc, après, parfois, il y a un peu des spécifications selon quelques pays. Par exemple, est-ce que producteur veut aussi dire importateur? Est-ce que producteur veut seulement dire celui qui manufacture ou ça? Donc, c'est un peu aussi une subtilité qui doit être écrite dans la loi. Et du coup, c'est vrai que vous avez raison qu'il n'y a pas autant de responsabilité qui est mise sur le consommateur, mais c'est juste parce que c'est à cause de cette forme de législation. Après, par exemple, aussi niveau financement, mais par exemple en Californie, bon, je connais un peu moins les réglementations là-bas, mais je sais par exemple c'est le prix de fin de vie des produits, c'est aussi dans le prix de l'achat, donc du coup c'est un peu le consommateur en guillemets qui finance ça, mais bon, ça c'est un autre modèle. Donc, je ne sais pas si cela vous aide. Merci. OK, merci beaucoup. Alors, il y a M. Moussa Raphaël qui demande les chercheurs peuvent-ils participer par des projets de recherche sur la gestion des déchets D3E et des batteries dans les appels futurs de l'IEC? Donc, je pense que la question est posée à M. François. Je précise en attendant que M. François ne prenne la parole que vous pouvez toujours rester en contact avec la Gazelle et vous pouvez aussi utiliser la page Facebook de la Gazelle pour poser vos questions de sorte à pouvoir rester connecté dans sa base de données. Monsieur François, pouvez répondre à cette question, s'il vous plaît? La question porte exactement sur quoi? Parce que je l'ai vu. Il dit les chercheurs peuvent-ils participer par des projets de recherche sur la gestion des déchets D3E et des batteries dans les appels futurs de l'IEC? Disons que pour le moment, les appels que nous allons faire vont se concentrer sur des solutions pratiques à implémenter réellement sur le terrain. Bon, parce que nous, d'une certaine façon, les aspects de recherche sont intégrés dans le processus d'établissement des normes. Parce que pour établir une norme, il faut que l'ensemble des parties prenantes soient présentes et absolument les chercheurs sont là pour participer, pour donner leur input. Maintenant, nous, on veut se concentrer sur l'application effective des normes pour résoudre des problèmes réels que nous rencontrons en particulier dans le domaine des déchets électrotechniques. Maintenant, les chercheurs, par exemple, j'ai vu qu'il y a des centres de recherche au Burkina sur cette question, ils peuvent aussi voir avec le comité national burkinabé de normalisation pour voir comment est-ce qu'ils peuvent aussi aider à valoriser leurs résultats de recherche ou être supportés pour leurs recherches. OK, merci beaucoup. Claire, est-ce qu'il y a des questions que vous pourrez poser? Alors, je vois une question de Charles Manzi pour savoir s'il y a des acteurs privés qui font du reconditionnement de batteries lithium en Afrique subsaharienne. Je propose de la laisser pour la session 3 qui va traiter spécifiquement du reconditionnement de batteries.
On va peut-être prendre une dernière pour l'IEC encore. Une question de Facebook. L'intervenant de l'IEC nous a beaucoup parlé des normes. Comment sont appliquées les sanctions en cas de non-respect des normes, surtout en considérant l'abondance de produits non affiliés à des marques? OK. La première chose qu'il faut dire, c'est qu'il faut faire une distinction entre la normalisation, les normes et la réglementation. Les normes, par essence, sont d'application volontaire, sont des outils, je dirais, d'accès au marché, mais sur une base volontaire. Maintenant, quand la norme touche à la santé, à la sécurité, il peut y avoir une réglementation nationale qui vienne pour rendre la norme d'application obligatoire. Donc, sur ce plan, je ne dirais pas qu'il y a des sanctions qu'on retrouve dans les normes. Dans les normes, on retrouve, disons, le savoir-faire, comment résoudre les problèmes. Et puis, ce savoir-faire-là, quand il est accepté, quand il est reconnu par un pays, le pays peut décider que ces normes soient obligatoires. Dans ces conditions, bien entendu, la réglementation va indiquer les sanctions pour les produits qui ne respecteraient pas les normes. C'est pourquoi, par exemple, nous avons mis en place des systèmes d'évaluation de la conformité qui permettent d'apporter la preuve que le produit respecte les normes, parce qu'il y a certains pays où ils vont exiger du producteur, ils vont exiger de l'importateur d'avoir une preuve que son produit respecte la norme qui, pour ce pays-là, a été rendue d'application obligatoire. Je ne sais pas si je réponds à la question. Oui, merci beaucoup. Claire, est-ce qu'on peut prendre une dernière question avant de continuer? Ok, alors la dernière qui nous est posée par Romain Morizot, est-ce que les États sont volontaires pour développer des solutions de recyclage? Je constate que même pour des installations de panneaux, c'est parfois très compliqué, exemple du Cameroun. Est-ce que cela évolue positivement ou est-ce que c'est le même souci autour du recyclage? Monsieur François? Non, la question est posée à qui? Peut-être on va proposer. Je pense que Victor peut répondre. Victor, est-ce qu'il est là? Je pense que Victor peut répondre, ou alors Oueda aussi peut répondre, puisqu'on parle d'initiatives volontaires sur les questions de réglementation. Donc, la parole est, on laisse la parole à Victor dans ce cas. OK. Il n'y a pas réellement de volonté étatique de faire évoluer le recyclage pour l'instant, mis à part certaines REP et éco-organismes qui essaient d'être créés. Mais ça prend beaucoup de temps et on ne sent pas une volonté réelle des États de faire évoluer la chose. Du moins pour l'instant. Mais Victor, est-ce que le fait qu'on ne sente pas cette volonté réelle des États, à quoi est-ce que cela est dû? Est-ce que les États, parce qu'ils trouvent peut-être que le volume produit, donc le volume de déchets, de batteries, etc., produit n'est pas assez suffisant pour s'y pencher, ou bien ils ne veulent pas s'y intéresser pour ne pas que le monopole qui est détenu par l'hydroélectricité ne soit donc mis de côté? Est-ce que vous avez une idée ou bien des réflexions qui poussent dans ce sens-là? C'est une très bonne question. Je dois avouer que je ne suis absolument pas spécialiste des batteries, mais plus des cartes électroniques. Donc, j'aurais du mal à répondre à cette question-là. Donc, je ne sais pas. Oui, mais même si on transpose la question sur la question de la carte, je le dis parce que, par exemple, ici en Côte d'Ivoire, c'est vrai qu'on a une certaine réglementation sur l'électricité, mais je vais vous dire, par exemple, que dans le nouveau code de l'électricité, par exemple, il est prévu, par exemple, que si vous produisez de l'électricité qui soit renouvelable, vous avez la possibilité de la revendre. Mais le fait que l'article 11 de ce code-là n'est pas précisé, donc à travers des tests d'application, n'est pas précisé, par exemple, le montant du kilowattheure, etc., empêche, par exemple, les investisseurs d'aller dans ce sens-là. Donc, sur la question, par exemple, du recyclage des batteries ou alors le vide juridique qu'il pourrait avoir, on peut penser que c'est parce qu'actuellement, le volume n'est pas suffisant pour créer une urgence ou une alerte. Donc, pour ça, on peut laisser faire. Donc, moi, voilà la réponse que moi, je peux donner au regard donc, des différentes rencontres que nous avons avec les décideurs. Maintenant, sur la question des composants électroniques, je pense que chaque pays peut-être essaie de garder un certain monopole pour éviter que le monopole qui existe là ne soit mis à mal par d'autres concurrents qui viendraient sur le marché.
Donc, voilà la réponse que moi, je peux apporter au regard donc, des échanges que nous avons et des discussions avec les autorités ivoiriennes. Mais ça, je parle uniquement que de la Côte d'Ivoire. Si je peux aussi rajouter un dernier truc là-dessus, il est aussi important de mentionner que parfois, enfin, surtout au niveau recyclage, parfois, il y a juste pas les centres qui peuvent s'occuper de fin de vie de certaines fractions un peu plus, entre guillemets, un peu compliquées de s'en occuper, par exemple les panneaux ou bien les batteries, et que parfois ça aussi, ça freine un peu à cette question-là. Mais aussi par rapport aux initiatives, c'est vrai que peut-être comme Victor l'a mentionné, peut-être niveau gouvernemental, il n'y a pas peut-être beaucoup d'initiatives, mais niveau privé, enfin l'industrie, c'est aussi très important de voir qu'il y a quelques initiatives qui se font. Du coup, voilà, je voulais juste encore ajouter ça. Merci. Merci beaucoup, Oueda. Alors, Claire, on peut continuer ou Oui, on attend quelque chose? Non, je vais ouvrir le panel 3 où vous pourrez nous rejoindre pour la suite. On va du coup ne pas faire de pause pour essayer de ne pas perdre encore plus de temps qu'on l'a déjà fait. Je propose toujours à Brice de continuer à récolter toutes les questions parce qu'il y a une dernière question qui semblait très importante qu'on n'a pas prise. Il faudrait que cette question, on puisse revenir dessus au niveau du panel 3 ou du panel 4, si possible. Merci. Mais je pense que le panel 3 va avoir beaucoup de questions parce que c'est des cas pratiques que nous allons traiter. Et au regard des questions que nous avons, comme Claire l'a dit, on pourra donc les rabattre sur le panel 3. Donc, je vous rappelle que vous devez vous déconnecter, chers participants, de cette session pour rejoindre donc le panel 3. Et puis, nous allons donc démarrer. J'invite tous nos panélistes à rester avec nous. Comme ils ont remarqué, il y a Victor qui était du panel 1 qui a intervenu tout à l'heure. Il y a des questions qui vont certainement revenir et qui vont vous concerner directement. Donc, je vous remercie de rester, même si c'est en tant que participant, il faudra rester avec nous. Je vous remercie pour votre intervention au cours de ce panel-là. Et on se retrouve sur l'autre panel à tout à l'heure. Brice, tu rejoins Au revoir. Au revoir. Brice.